Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour échanger autour du Bureau pour ceux qui n'ont pas pu avoir le cours en ligne. Voilà, donc quelques mots sur Uburois. Uburois qui est une pièce d'Alfred Jarry dont nous allons voir qu'il peut être considéré comme un précurseur du théâtre moderne. Rappelez-vous en effet que le parcours associé pour le bac, c'est le théâtre de la condition humaine. On travaille sur Beckett, sur l'absurde, mais en fait, bien avant, dès la fin du 19e siècle, il y a une espèce d'énergumène qui s'appelle Alfred Jarry qui est venu bouleverser un petit peu les codes du théâtre et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, Alfred Jarry, c'est lui à droite, il est né en 1873 et mort en 1907. C'est un écrivain et dramaturge français et il est essentiellement connu pour être le créateur du personnage du père Ubu. C'est essentiellement un auteur satirique. Alors satirique, ça veut dire qu'il critique. Qu'est-ce qu'il va critiquer? Il va surtout critiquer tous les poncifs de la société bourgeoise de son époque qu'il déteste par-dessus tout. Il est tellement farfelu, tellement loufoque, cet Alfred Jarry, qu'il va inventer une vraie fausse science qu'il va appeler la pataphysique et il va même créer un collège de pataphysique où plusieurs écrivains, intellectuels de l'époque vont s'inscrire. Et cette pataphysique, il la présente comme la science des solutions imaginaires. Il est aussi caractérisé par l'inventivité dont il fait preuve en termes de vocabulaire. En effet, il va inventer une langue très complexe, il va multiplier les jeux de mots, multiplier les archaïsmes, donc c'est-à-dire des expressions qui ne sont plus de son époque, pour complètement déstabiliser le spectateur. Nous allons donc maintenant parler de l'origine du personnage d'Ubu. Ubu, là, vous le voyez, c'est un dessin d'Alfred Jarry qu'il a réalisé lui-même. Il ne ressemble pas à grand-chose, vous remarquez que sa tête est toute petite, qu'il est surtout caractérisé par son énorme ventre avec cette spirale un peu psychédélique. Et ça nous montre bien une caractéristique du personnage qui est son amour inconditionné de la nourriture et de tout ce qui est gras. Bref, au départ, la pièce est une simple farce d'un lycéen écrite pour se moquer d'un professeur. En effet, Alfred Jarry, à l'époque, il est au lycée à Rennes et il a un professeur de physique, un certain monsieur Hébert, que tous les élèves surnomment le père Hébé. Ce professeur est un professeur ridicule et pour Alfred Jarry, il incarne vraiment tout le grotesque du monde. C'est donc à partir de ce personnage réel de professeur que Alfred Jarry va créer son personnage d'Ubu. Cette pièce est d'abord créée donc en collaboration avec des camarades et notamment les frères Morin sous le nom Les Polonais. Donc au départ, cette pièce c'est vraiment juste une blague potache pour vraiment se moquer et ridiculiser le professeur de physique d'Alfred Jarry. Uburois, après, va vraiment devenir une pièce et on parle alors de drame parodique. Parodique parce qu'en effet, cette pièce va s'inspirer de Shakespeare et d'une de ses pièces plus particulièrement qui s'appelle Macbeth. Et donc, dans Macbeth, on a justement toute une histoire de pouvoir et d'usurpation du pouvoir, c'est-à-dire qu'un homme veut prendre le trône du roi. C'est exactement la même chose dans Uburois. Le père Ubu, lui, veut s'emparer du trône de Pologne. Pologne dont Alfred Jarry dit au début de sa pièce, c'est-à-dire nulle part. Donc vous voyez qu'on est complètement déjà dans quelque chose d'ubuesque, parce qu'en effet, le père Ubu et la pièce est devenue tellement célèbre que ça a fini par devenir un adjectif. D'accord? Quand on dit aujourd'hui une situation ubuesque, c'est une situation absurde, sans queue ni tête. Donc cette pièce, en 1888, elle est d'abord montée exclusivement avec des marionnettes car Jarry veut que ces marionnettes remplacent le corps de l'acteur. En effet, il refuse, Jarry, toute psychologie, c'est-à-dire que ces personnages, ils ne sont pas logiques, ces personnages, ils n'ont pas de vrais sentiments, ils n'évoluent pas comme des êtres humains normaux. Non, ils sont vraiment des clichés de tout ce que l'humanité peut avoir de grotesque. En 1896, la pièce est véritablement mise en scène avec des acteurs réels au Théâtre de l'Œuvre à Paris, mais bien entendu en refusant encore une fois tout réalisme. Et ça fait alors un véritable scandale. Un scandale déjà rien que par le mot qui ouvre la scène d'exposition sur laquelle on va travailler juste après, à savoir le fameux merdre. Pour d'autres infos sur la pièce, je vous invite à écouter l'extrait radiophonique dont je vous ai mis le lien
dans le diaporama. Hein, c'est un petit extrait d'une émission sur Europe 1 qui vous parlera de la pièce d'Alfred Jarry. Alors, on passe à l'analyse rapide de la scène d'exposition. Vous vous rappelez qu'en devoir, je vous ai donc demandé de lire la scène d'exposition du bureau et vous aviez 3 questions à ce propos. Je vous invite aussi à écouter l'extrait lu par Michel Aumont et Mademoiselle Magre grâce au podcast fourni par le manuel Empreintes littéraires de chez Mania. Je vous ai mis le lien en dessous, vous pouvez le copier dans votre navigateur et entendre donc la pièce lue. Je vous avais déjà mis ce lien également dans le document que je vous ai fait parvenir à la maison. Alors, passons donc à notre analyse de la scène d'exposition. La première question que je vous avais posée était pourquoi cette scène d'exposition est-elle originale? Je vous rappelle quelque chose que vous devez connaître par cœur puisqu'on l'a répété et répété en cours. Une scène d'exposition se caractérise par 3 fonctions traditionnelles. La fonction informative, celle qui consiste à mettre en place le cadre spatio-temporel et les différents personnages. La fonction dramatique qui consiste à lancer l'action. Et enfin, la fonction thématique qui permet au spectateur de rapidement comprendre à quel type de pièce il a affaire, à la fois en termes de genre, tragédie, comédie, de registre, tragique, comique, farcesque, etc. Alors, si on prend notre scène d'exposition du bureau, la fonction informative, elle est plutôt remplie. Vous voyez bien, on nous présente Père Ubu, Mère Ubu, on a quelques informations sur leur passé. La fonction dramatique, elle aussi, semble remplie, dans la mesure où l'intrigue est mise en place, notamment puisque Mère Ubu n'arrête pas de pousser Père Ubu à s'emparer du trône de Pologne, du trône du roi Wenceslas. Et ça occasionne une dispute dans le couple. Ce motif de l'altercation entre 2 personnages n'est pas nouveau. Pensez par exemple au couple du valet et du maître dans les pièces de Molière, ou alors au XIXe siècle, justement l'époque de Jarry, vous avez souvent du théâtre de boulevard et donc du vaudeville où on a des scènes de ménage entre mari et femme. Toutefois, si ce motif est finalement très commun, la scène est originale parce qu'elle va mélanger les tonalités. Et donc du coup, notre fonction thématique, la troisième qui est restée, elle est complètement parasitée. Le spectateur ne sait plus à quel type de pièce il a affaire. Est-ce une tragédie? Est-ce une comédie? Est-ce une farce? Il ne sait pas trop. En effet, si on regarde l'intrigue, à savoir un régicide, le père Ubu veut tuer le roi Wenceslas pour s'emparer de son trône. C'est plutôt emprunté à la tragédie. Sauf que les usurpateurs sont un couple bourgeois, vraiment un couple de la bourgeoisie de l'époque. Et en plus, qui sont caractérisés par leur vulgarité et leur médiocrité. Du coup, le personnage de Père Ubu et de Mère Ubu vont plutôt provoquer le rire. On remarque d'ailleurs une grande variété des registres de langue. Le lexique de la tragédie côtoie des expressions populaires. Je vous cite par exemple, vous pouvez en trouver d'autres dans le texte, « Vous me faites injure et vous allez passer tout à l'heure par la casserole ». L'image de la casserole n'est pas seulement culinaire, elle est aussi sexuelle. On trouve aussi dans cette scène une véritable création verbale avec des orthographes anciennes, d'accord, qui rappellent par exemple la langue de Rabelais, avec vous est ou encore que ne vous assomme-je, d'accord, ou encore les célèbres jurons du père Ubu, le célèbre merdre qui ouvre cette scène d'exposition et qui a fait scandale. D'ailleurs, on voit que c'est son juron préféré à travers une autre citation, bougre de merdre, merdre de bougre. Le chiasme de cette expression laisse imaginer une gestuelle des plus grotesques, propre à susciter le rire des spectateurs. J'ai évoqué un petit peu Rabelais, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc voilà, on peut passer à notre deuxième. Pourquoi cette scène d'exposition est-elle burlesque? Alors, premier élément de réponse, je vous avais dit, la pièce s'inspire de la pièce de Shakespeare Macbeth, d'accord? Donc globalement, en effet, Jarry va reprendre l'intrigue de cette pièce, donc à savoir l'usurpation du trône. Toutefois, cette intrigue de tragédie, d'accord, là d'un drame élisabétain, va être complètement dégradée puisqu'elle va être incarnée par des personnages grossiers et satiriques.
Et d'ailleurs, on retrouve ce comique de langage qui rappelle Rabelais. Alors Rabelais, j'y reviens rapidement, c'est un auteur humaniste, hein, donc du XVIe siècle, comme vous le savez, puisqu'on a étudié Montaigne et que vous devez être incollable sur l'humanisme. Et Rabelais, c'est notamment l'auteur de Gargantua, une sorte de fresque qui met en scène des géants. Dans cette fresque, Rabelais raffole de l'humour scatologique, c'est-à-dire du bas qui met en œuvre le bas corporel. Et d'ailleurs, si le cœur vous en dit, allez lire l'éloge du torche-cul. En cette période de confinement et où les stocks de papier toilette sont en réduction, ça vous conviendra parfaitement. Je vous le mets à la fin du PowerPoint, vous verrez, c'est très très drôle. Et ça donne justement plein d'idées pour s'en sortir sans papier toilette. Bref, la bêtise de Père Ubu, c'est l'autre caractéristique du burlesque. Par exemple, cette bêtise du Père Ubu, elle s'exprime par la répétition de « je ne comprends pas », par exemple. Et surtout, le Père Ubu est un personnage qui est caractérisé par son aspect très intéressé. Il est motivé uniquement par l'appât du gain, par l'apparence et par la satisfaction de son ventre. Puisque par exemple, pour le pousser au meurtre, Mère Ubu lui dit qu'il pourra augmenter indéfiniment ses richesses, manger fort souvent de l'andouille et rouler carrosse par les rues. Puis elle essaye de le tenter avec un parapluie, un grand caban, c'est-à-dire en gros donc cette richesse, la panse et l'apparence. Ce sont donc des personnages très matérialistes et qui représentent donc des clichés de la bourgeoisie de l'époque de Jarry. Sur cette scène d'exposition, quel est le rôle de la mère Ubu? Deux rôles essentiels. Elle veut pousser son mari à usurper le trône du roi Venceslas. En cela, elle se rapproche vraiment du personnage de Lady Macbeth dans la pièce de Shakespeare, qui elle aussi pousse au régicide. On voit en plus que Mère Ubu, pour convaincre son mari, va adopter une stratégie assez réfléchie. Tout d'abord, elle va dénigrer son mari, par exemple, elle le traite de voyou, elle utilise une expression très familière pour désigner sa tête, votre fiole, elle va caricaturer ses soldats en estafiers armés de coupe-choux, d'accord? Donc on voit vraiment qu'elle essaye de critiquer et d'appuyer sur les défauts de son mari. Elle s'écrie aussi, par exemple, « tu es si bête », puisque son mari ne semble rien comprendre. Deuxième étape de sa stratégie, c'est de mettre en avant des plaisirs qu'il va pouvoir satisfaire s'il se décide à s'emparer du trône du roi Venceslas. Donc on en a parlé, elle le tente avec de l'andouille, un parapluie, un grand caban, etc. Et à la fin, quand il prend enfin la décision de commettre ce régicide, elle le félicite en lui disant qu'il est devenu un véritable homme. On peut tout de même s'interroger un peu sur cette réplique. N'est-elle pas un peu ironique, puisque son mari n'a pas l'air non plus très très vindicatif quand il évoque par exemple sa façon de menacer le roi Venceslas. Si jamais je le rencontre au coin d'un bois, il passera un mauvais quart d'heure. D'accord? Donc on a déjà vu quand même plus violent pour entamer un régicide. Enfin, le deuxième rôle de la mère Ubu, c'est de mettre en scène un personnage très vulgaire et violent. On remarque en effet plein d'expressions familières dans sa bouche, puisqu'elle utilise coupe-chou, secu, qui te raccommoderait tes fonds de culotte, etc. Elle se caractérise aussi par sa violence, puisqu'on trouve par exemple le verbe assassiner ou encore massacrer. Bref, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette scène d'exposition, à l'époque, elle a choqué par son caractère très vulgaire et très grossier, le meurtre initial. Elle a choqué aussi parce que les personnages vont être violents, ridicules et grotesques. Et à travers ce couple grotesque, voire ubuesque, qui veut conquérir le trône dans le sang, Jarry fait en réalité une critique acerbe du pouvoir et de l'autocratie. Voilà donc pour notre cours sur la scène d'exposition du Burois. Comme promis, je vous ai mis à la l'éloge du torche-cul tiré donc de Gargantua de Rabelais. Je ne peux pas résister à l'idée de vous en lire un extrait. Gargantua répondit qu'il s'y était pris de telle façon qu'il n'y avait pas dans tout le pays un garçon qui fût plus propre que lui. « Comment cela ?» dit Grangousier. « J'ai découvert, répondit Gargantua, à la suite de longues et minutieuses recherches, un moyen de me torcher le cul. C'est le plus seigneurial, le plus excellent et le plus efficace qu'on ait jamais vu. »« Quel est-il » dit Grangousier.
C'est ce que je vais vous raconter à présent, dit Gargantua. Une fois, je me suis torché avec le cache-nez de velours d'une demoiselle, ce que je trouvais bon, vu que sa douceur soyeuse me procura une bien grande volupté au fondement. Une autre fois, avec un chaperon de la même, et le résultat fut une autre fois avec un cache-colle, une autre fois avec des cache-oreilles de satin de couleur vive. Mais les dorures d'un tas de saloperies de perlettes qui l'ornaient m'écorchèrent tout le derrière. Que le feu Saint-Antoine brûle le trou du cul à l'orfèvre qui les a faites et à la demoiselle qui les portait. Ce mal me passa lorsque je me torchai avec un bonnet de page bien emplumé à la Suisse. Puis, alors que je fiantais derrière un buisson, je trouvai un chat de Mars et m'entorchai, mais ses griffes m'ulcérèrent tout le périnée. Ce dont je me guéris le lendemain en me torchant avec les gants de ma mère, bien parfumés de bergamote. Puis je me torchai avec de la sauge, du fenouil, de la nette, de la marjolaine, des roses, des feuilles de courge, de choux, de bêtes, de vigne, de guimauve, de bouillon blanc, c'est l'écarlate au cul, de laitue et des feuilles d'épinard. Tout ça m'a fait une belle jambe. Avec de la mercuriale, de la persicaire, des orties, de la consoude, mais j'en caguai du sang comme un lombard, ce dont je fus guéri en me torchant avec ma braguette. Vous pouvez trouver le texte en intégralité sur Internet. C'était le petit clin d'œil confinement de ce cours. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, confinée, mais avec le sourire.